Sur quel projet ou quel univers, à ton sens, si je te sors là comme ça, au moins depuis que tu es dans le groupe SOS, vous avez eu le plus d'impact? Un truc, des énormes succès, quoi. Ah, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y en a pas un qui devient plus que les autres? Ben, je trouve que tout ce qui relève de l'insertion professionnelle, c'est assez fabuleux. Mais tu vois, j'étais dans un centre d'hébergement d'urgence pour femmes en situation de précarité il n'y a pas très longtemps, et je trouve ça extraordinaire. En plus, il y avait une cinquantaine de places, je crois. Il y avait une dizaine de filles qui ont assisté à l'ensemble de la réunion, qui étaient là, qui m'ont suivi pendant la visite. Enfin, et donc ces filles-là qui étaient à la rue, qui sont des jeunes majeurs en général, et on leur donne un toit, et là on commence à réfléchir avec elles sur la question de comment trouver un boulot, et là demain matin je vais passer un peu de temps avec l'équipe et certaines d'entre elles pour voir justement comment je peux mobiliser mon réseau sur LinkedIn pour qu'elles trouvent un job. Il n'y a pas très longtemps, encore sur cette thématique des femmes, j'étais dans une structure qui est formidable en région parisienne, où ces deux personnes qui vivent sur place. C'est un dispositif qui est assez rare pour nous. C'est-à-dire que vraiment, les deux personnes qui animent ce projet-là, c'est un couple de femmes, et elles vivent dans cette grande maison à Étampes, je crois, où elles accueillent sur place, et après tu as des appartements aussi en diffus autour, une petite dizaine de mamans avec leur enfant, et qui étaient là aussi à la rue, quoi. Et donc c'est des jeunes mamans et qu'on va héberger, accompagner, remettre ou mettre l'enfant à l'école, travailler sur la formation ou l'insertion de des jeunes mamans. C'est difficile, tu vois, de choisir. C'est des exemples qui me viennent en tête, comme ça, où en fait tu découvres à quel point en fait tu risquerais de froisser un autre poisson de ton banc de poisson, tu vois. Donc c'est plus des images qui me viennent comme ça, où tu vois, tu passes du temps avec des gens qu'on accompagne, avec nos équipes, et tu vois à quel point les problématiques sont complexes. Alors j'ai une question autour de ça, parce qu'on a parlé tu vois, juste avant des toxicomanes, on a parlé potentiellement un peu de détenus, on a parlé de réinsertion, potentiellement de migrants. En fait, de ces choses dans les bureaux. Une des choses qui je repense à cet épisode que j'ai fait avec Éric Bellion. Tu vois qui c'est, le navigateur, comme un seul homme, et son approche était de faire un pas dans ce qu'il disait à l'époque, ce qu'il revendiquait, c'est de faire un pas dans l'inconnu. Je trouvais ça assez chouette. Mais moi, quand je t'écoute, en fait, aussi à dire ça, alors il se trouve que dans notre entourage aujourd'hui professionnel, je dirais pas qui, parce que je suis pas sûr qu'il soit ok avec ça, mais on a un ex-détenu avec qui on bosse, et moi je suis en pleine confiance. Ça fait longtemps que je bosse avec lui, et j'ai pas de soucis. Enfin, au contraire, je suis même plutôt content de tout ça. Mais il se trouve que je l'ai appris un peu au hasard des choses plus tard. Ça m'a pas étonné d'ailleurs, mais c'est assez vertigineux. Je veux dire, moi, dans l'idée, je trouve ça super cool de me dire, ok, comment moi, quand tu dis, je vais voir avec ces jeunes femmes majeures, comment je peux les intégrer dans une entreprise, j'aurais envie de dire, bah allez, vas-y, viens, on voit, tu vois. Mais ça, en fait, ça fait peur aussi. Moi, je voudrais juste aborder cette notion de peur avec toutes ces personnes. Quand t'as fait de la prison, quand t'as été toxico, quand t'as été à la rue, quand t'as été, la mettre dans un environnement comme Cosa Vostra, comme je sais pas moi, EDF, EY, Société Générale, peu importe, au milieu de gens qui, t'as une peur du rejet, t'as une peur je vais te dire, du vol, des fights, de la différence. Et en fait, je vais aller jusqu'au bout, et j'ai cette petite musique en moi qui me fait penser que j'ai géré suffisamment ou créé suffisamment de communautés. Dans mon premier job, notamment, ma première boîte, on recevait des photos et des vidéos d'amateurs, et on les revendait à la presse. Et une des premières préoccupations qu'on avait était de vérifier
que les gens nous mentaient pas, essayaient pas de faire, etc. Et on était complètement parano là-dessus. Et on avait raison, puisque évidemment, il suffit d'un faux, d'un fail pour... Puis généralement, on ne banane pas sur un petit truc, on banane sur un énorme truc. Il faut quand même tout bien vérifier. Tout le temps, c'est le cœur de métier. Mais en fait, j'ai toujours été surpris dans toutes ces communautés par le taux très, 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 très faible. Mais très faible, vraiment, des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses, etc. En revanche, quand ça arrive, évidemment, t'es là, ah bah ouais, évidemment, tu vois. Donc, j'ai plusieurs questions dans tout ce que je viens de te dire. C'est comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu as appris là-dedans ? Comment on peut ? Et deux, est-ce que en vrai, c'est juste une crainte, mais qui se vérifie pas tant que ça ? C'est assez large comme question. Ouais, c'est large. Puis ça dépend, mais je pense qu'effectivement, la peur, elle est toujours là. Après... tant qu'on n'a pas vécu une situation, je pense que l'être humain est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il va toujours plutôt voir tout ce qui peut lui arriver de négatif. Je pense que on vient de là aussi. Je pense que il y a très très longtemps, quand on vivait en petit groupe, petite tribu, il valait mieux être attentif à ce qui nous entourait et au moindre petit danger qui pouvait devenir très très grave. Donc je pense qu'on vient de là et que en fait... Garder sa massue pas loin. Bah ouais. Non, mais je pense qu'il y a forcément un peu de ça. Donc maintenant... Aujourd'hui, c'est encore là, et dès qu'il y a quelque chose qui nous sort un peu de notre zone de confort ou qu'on va rencontrer des gens qui sont différents de ceux qu'on côtoie habituellement, eh ben il y a la peur, elle est là. Donc, je pense que la seule façon de soigner ça entre guillemets, c'est effectivement de passer du temps avec des gens différents. Même moi, je savais pas forcément. On en a tous des idées reçues, et puis j'ai fini par passer du temps à faire du bénévolat, à passer du temps en tout cas sur des structures sociales et être comme un accueillant en fait, et passer du temps avec les personnes, les SDF notamment qu'on accompagnait dans plusieurs de nos structures, et tu discutes avec les gens et tu t'aperçois que ils sont pas très différents finalement. Enfin, et voilà, et il peut toujours y avoir, mais bon, avec n'importe quelle catégorie de la population, tu peux toujours être déçu, prendre des coups, mais je pense que c'est effectivement assez rare. Donc moi, j'aurais tendance à dire, effectivement, il faut essayer. Et puis, quand tu as essayé et que ça te change ta perception des choses, de la vie, des gens, je pense que tu en sors extrêmement grandi, quoi. Tu t'enrichis et tu vois effectivement un peu la vie différemment. Et je pense que là aussi, on a besoin de ça. On a besoin qu'il y ait plus de bienveillance pour ces personnes qui sont parfois un peu en marge de la société et qu'on finit par ne plus regarder. C'est quand même terrible à Paris, toutes ces personnes qui dorment dehors. Enfin, on fait comme si elles n'existaient pas. Moi, il y a un fait qui m'avait particulièrement marqué début d'année 2022. Un photographe assez âgé, Denis Robert, je crois qu'il s'appelle, tu vois, qui était photographe dans le flamenco, je crois, qui était connu pour ça en tout cas, qui avait 70 ou qui avait passé 80 ans, ou en tout cas qui était dans cet âge-là à peu près, et qui en janvier ou en février 2022 s'est écroulé dans la rue à Paris, à côté de la place, pas loin de la place de la République, je crois, et personne sans doute ne l'a vu tomber. C'est ça qui est terrible, quoi, parce qu'il a fait un malaise, mais du coup il est resté 8 heures, 10 heures allongé dans le froid. Il était encore vivant et il aurait sans doute pu être secouru. René Robert, non, c'est ça, photographe suisse. Ouais, je crois que c'est ça. Connu pour ses portraits du monde du flamenco, est mort d'hypothermie à Paris à l'âge de 85 ans. 85. 9 heures sur un trottoir après une chute sans personne pour l'aider. Ouais. Le mec tombe, donc manifestement pour le coup, ça, je pense que sinon quelqu'un serait venu l'aider quand même, mais personne ne le voit tomber. Et par contre, ce qui est terrible, c'est que le moment où il tombe, le moment où il est allongé par terre, c'est plus un être vivant, donc ce photographe réputé, ça devient quelque chose d'autre, quoi, qui pour le coup peut rester par terre dans le froid pendant des heures sans que, sur un lieu de passage, je crois, c'est une rue fréquentée de Paris, et il a changé de statut entre le moment où il était debout et le moment où il s'écroule après son malaise. En fait, il change de statut et il devient, je sais pas quoi en fait, c'est plus quelqu'un, c'est quelque chose qui est là,
qui nous perturbe peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'on s'est habitué et que cette personne a pu rester 9 heures dans le froid et finalement mourir, quoi.